Bonjour et bienvenue sur Europe Hebdo, votre revue de presse européenne hebdomadaire. Pour cette 28e semaine de 2026, dans la vie de l'Union, la précocité des feux de forêt inquiète, tout comme la dérégulation des substances chimiques. Les ambassadeurs des 27 devaient se pencher sur le nouveau paquet de sanctions contre la Russie et sur les produits des colonies israéliennes, et le Parlement européen a adopté la réforme sur le droit des passagers aériens. Dans le club des 27, le sommet de l'OTAN d'Ankara s'est déroulé dans une ambiance plutôt détendue. Les médias publics hongrois ont affiché un écran noir et un procès en Italie pose la question des travailleurs clandestins. Et chez nos chers voisins, la Russie souffre de la pénurie de carburant et Nigel Farage démissionne de son siège de député au Royaume-Uni. Passons sans plus attendre à la vie de l'Union. Environnement. Une précocité record des feux de forêt au sud de l'Europe. Après un premier dôme de chaleur il y a 3 semaines, qui avait déjà affaibli le sud-ouest de l'Europe, une nouvelle canicule a commencé au Portugal et en Espagne mercredi 1er juillet. Le week-end des 4 et 5 juillet, des températures à hauteur de 44 degrés Celsius étaient attendues au Portugal et en Espagne. Un effet sèche-cheveux de vent et de chaleur favorise les départs de feu, surtout après plusieurs vagues de chaleur en quelques semaines. L'ensemble du Portugal était en niveau d'alerte incendie maximale pour le week-end des 4 et 5 juillet. Après les premiers feux, le gouvernement a demandé l'activation du mécanisme européen de protection civile qui permet l'envoi de ressources humaines et de matériel supplémentaire de la part des autres États membres du mécanisme. Des pompiers espagnols et marocains ont été sollicités. 10 000 hectares avaient déjà brûlé la semaine précédente. Mardi, le bilan s'élevait à 13 000 hectares brûlés au Portugal. En Espagne, c'est dans la périphérie de Barcelone, près de Gérone, qu'un feu s'est déclaré dans le parc naturel de Gavares. 400 pompiers ont été mobilisés et 10 équipes aériennes ont été déployées. Un feu qui a obligé les autorités régionales à confiner une dizaine de communes pendant le week-end, un confinement levé lundi dans la journée après que le feu ait été maîtrisé. Le feu aurait été provoqué par un ouvrier qui a utilisé une disqueuse dans une zone interdite. 2200 hectares ont brûlé dans la forêt de Bisbal d'Empordà. En France, 6 départements étaient en vigilance rouge-feu. Les Pyrénées-Orientales ont particulièrement été touchées, notamment le Canet en Roussillon et l'Île-sur-Tête. Le Tour de France a été contraint par le préfet d'interdire la présence du public sur les 40 derniers kilomètres de la 3e étape qui devait arriver aux Angles. 900 sapeurs-pompiers ont été mobilisés et 10 500 personnes ont dû être évacuées. Le feu a pris à proximité du mont Canigou, dans un massif difficile d'accès, ce qui rend l'action des pompiers difficile. En Grèce, l'alerte est maximale après plusieurs jours de température élevée et de puissants vents qui assèchent considérablement la végétation. Ce qui inquiète le plus, c'est que ces incendies majeurs interviennent avec un mois d'avance sur le calendrier habituel. Après un printemps plutôt sec, une première canicule en mai et une seconde en juin, la 3e vague provoque une sécheresse qui devient critique, aidée par la tramontane dans le sud-ouest de la France. Environnement et santé. Des ONG alertent sur l'assouplissement des interdictions des substances chimiques. Et alors que la canicule frappe une bonne partie de l'Europe, fragilisant l'ensemble des écosystèmes, la Commission européenne ne recule pas sur l'allègement de la législation concernant les produits chimiques dans le cadre de l'Omnibus, le processus de simplification réglementaire qui doit globalement profiter aux entreprises. Et même si elle s'en défend, la Commission européenne démantèle bel et bien le droit environnemental. Le texte qui fait polémique auprès des ONG de l'environnement et de la santé, c'est l'Alliance pour les produits chimiques critiques. Ce texte consiste à créer une liste de substances chimiques critiques pour les objectifs stratégiques de l'UE. Des substances qui sont classées comme cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques,
au niveau international qui pourrait donc continuer à être utilisée car elle permettrait à l'Union européenne de rester compétitive même en cas de difficultés géopolitiques ou de coûts liés à la lutte contre la pollution. L'exécutif inclut pour cela les critères d'essentialité et de vulnérabilité pour que les molécules obtiennent une dérogation qu'elles pourront obtenir si elles justifient d'une importance dans un secteur stratégique et d'une dépendance pour l'UE. Les ONG Corporate Europe Observatory et le Bureau européen pour l'environnement dénoncent dans leur rapport conjoint, publié le lundi 6 juillet, la surreprésentation des industries chimiques dans les groupes de travail sur la réforme de la législation environnementale. Elles dénoncent aussi le fait que les industries chimiques seraient même incitées à continuer de les produire via des subventions sur la base de l'Industrial Accelerator Act. La France a été à l'initiative d'une telle législation dès fin 2024. Les rencontres au sein de la DG Grow, au sein de la Commission européenne, ne se sont faites qu'avec les lobbies de l'industrie chimique, ce qui contrevient aux règles mêmes de la Commission, qui doit consulter toutes les parties prenantes lors de la rédaction des textes. Or, la société civile en était totalement absente. Dans une réponse au journal Le Monde, la Commission justifie sa position en disant que les ONG sont les bienvenus au sein de l'Alliance. Dans un autre rapport publié lundi par une dizaine d'ONG françaises, notamment Réseau Action Climat, France Nature Environnement, Génération Future, Greenpeace, la Ligue protectrice des oiseaux et bien d'autres, le constat est que 20 mesures de dérégulation ou d'affaiblissement sur le droit de l'environnement ont été adoptées depuis 2024 et que ce sont 30 textes qui sont actuellement en débat. Un affaiblissement des règles environnementales permis par l'alliance de la droite et des extrêmes droites qui pèsent de tout leur poids avec leur politique pro-business. Et le rapport indique que toutes ces mesures environnementales permettaient de faire 180 milliards d'euros d'économies, un chiffre publié par la Commission elle-même, comprenant les coûts pour la santé et l'environnement, alors que l'omnibus ne fait qu'économiser 38 milliards d'euros. Des reculs qui devraient encore s'accélérer d'après le rapport, puisque les États membres demandent de revenir sur plusieurs législations, notamment sur l'électrification du parc automobile ou sur la directive Habitat qui protège les espèces menacées. Diplomatie. Le 21e paquet de sanctions contre la Russie, vidé de sa substance par les 27, et proposition de la Commission de restreindre les importations issues des colonies de Cisjordanie. Le mois dernier, la Commission européenne avait proposé un 21e paquet de sanctions à l'encontre de la Russie. Ce paquet de sanctions ressemblait peu ou prou aux 20 autres, en plaçant de nouveaux cargos sur la liste noire de la flotte fantôme, des établissements bancaires et des entreprises étrangères qui participent à l'effort de guerre russe. Mais les quelques innovations apportées par la Commission ont toutes été vidées de leur substance vendredi par les ambassadeurs des 27 chargés des négociations en amont de la réunion des ministres des Affaires étrangères des 27 ce lundi 13 juillet au sein du Conseil de l'UE. La Commission européenne avait intégré une proposition de l'Estonie et de la Lituanie d'interdire l'entrée dans l'UE de soldats russes. Une proposition refusée par la France, la Grèce et l'Italie, dont l'économie dépend du tourisme, et notamment des touristes russes, réputés très dépensiers, invoquant une proposition floue et difficile à mettre en place juridiquement. La restriction s'appliquera donc aux visas de courte durée et aux personnes ayant combattu activement en Ukraine. Autre proposition allégée, le gel de plafond actuel sur le prix du pétrole brut russe, actuellement à 44 $ le baril, qui passera à 60 $ le 15 juillet, c'est-à-dire supérieur au prix de vente du brut de l'Oural. Pour accepter le gel du prix du brut, la Grèce a demandé à pouvoir faire transiter le GNL russe pour le transférer vers des pays tiers, ce qui contreviendrait à l'embargo sur le gaz russe dans l'UE qui doit entrer en vigueur en janvier. Les exportations de poissons russes sont assouplies elles aussi pour permettre à l'Allemagne de continuer d'acheter de l'aigle fin et à la Pologne et au Portugal d'importer du colin et de la morue. La Bulgarie a obtenu que le patriarche Kirill, chef de l'église orthodoxe russe, soit retiré de la liste des personnes sous sanction.
En ce qui concerne les colonies israéliennes, la Commission européenne propose 3 options. Soit de mettre en place des droits de douane prohibitifs contre les produits issus des colonies, imposer une licence d'exportation aux producteurs ou une interdiction partielle ou totale d'importation des produits qui viennent des colonies. De l'avis de la Commission, la licence d'exportation est facilement contournable puisque les produits pourraient être réétiquetés israéliens pour éviter les sanctions et les droits de douane prohibitifs pourraient être remboursés par l'État israélien. Dans les 3 cas, il reviendra aux autorités douanières nationales d'exercer le contrôle des marchandises. Les États membres sont tous d'accord sur le constat qu'Israël ne respecte pas le droit international, les résolutions de l'ONU et l'avis de la Cour internationale de justice de 2024 en poursuivant la colonisation de la Cisjordanie. Mais il y a quelques mois, la Commission avait échoué à faire voter la suspension de l'accord UE-Israël, la faute à certains États membres convaincus que la voie diplomatique était la meilleure solution. La proposition devra être votée ce lundi 13 juillet par les ministres des Affaires étrangères. La base juridique utilisée fait que la proposition sera votée dans le cadre de décisions diplomatiques et non commerciales. Cela nécessitera donc un vote à l'unanimité, ce qui rend l'adoption d'une telle proposition, encore une fois, incertaine. Transport. La réforme des droits des passagers aériens adoptée. Il aura donc fallu 13 ans pour que le texte réunisse une majorité au Parlement européen. Mardi, les eurodéputés se sont prononcés en faveur de la réforme des droits des passagers aériens à 646 voix pour et 12 voix contre. Désormais, les passagers aériens pourront être indemnisés de 250 à 600 euros par les compagnies aériennes en fonction de la distance en cas de retard supérieur à 3 heures de leur vol. Les compagnies devront informer les passagers de la démarche d'indemnisation dans les 4 jours suivant le vol. Le texte impose pour les passagers qu'un enfant de moins de 14 ans soit à côté de son accompagnant et si le passager veut rectifier une faute de frappe qu'il a effectuée sur son nom lors de sa réservation sans frais supplémentaires. Les compagnies seront tenues d'être plus transparentes sur le prix réel des voyages pour permettre une comparaison réelle entre les prix, puisque certaines compagnies misent tout sur les options qui font bondir le prix des billets. Le prix affiché devra inclure le prix d'un bagage cabine et un sac à dos qui ne sera pas soumis à des frais supplémentaires. Les compagnies aériennes se disent déçues de ce texte qui les obligera à préférer à annuler les vols plutôt que les faire partir pour des retards au-delà de 3 heures pour éviter les indemnisations et arguent que la nouvelle législation va pousser à une hausse des prix des billets. Passons désormais au Club des 27. OTAN, conclusion de contrat et soutien à l'Ukraine au cœur du sommet d'Ankara. Contrairement au sommet de La Haye de 2025, les États membres européens étaient plutôt optimistes pour le sommet qui avait lieu cette fois dans la capitale turque, à Ankara, les mardis 7 et mercredi 8 juillet. Depuis l'année dernière, qui avait acté l'augmentation des dépenses en matériel militaire à 3,5% et en infrastructures militaires à 1,5% du PIB, les Européens sont sur la bonne trajectoire pour tenir leurs promesses à l'horizon 2035, puisque les Européens n'ont jamais autant dépensé depuis la création de l'OTAN. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, chiffre les investissements européens et canadiens à 121,5 milliards d'euros en 2025. Un sommet sous le signe de la conclusion de contrats juteux au bénéfice de l'OTAN et au soutien à l'Ukraine, puisque Volodymyr Zelensky était aussi invité mardi et mercredi, malgré le statut de l'Ukraine d'État non membre de l'Alliance. Le président ukrainien espérait repartir avec un engagement financier des membres de l'OTAN et un statut de reconnaissance officielle auprès de l'OTAN en tant que bénéficiaire et contributeur à la sécurité de l'Alliance. La seule chose que redoutaient les Européens était la colère de Donald Trump concernant la non-implication des Européens dans sa guerre avec l'Iran. L'une des grandes annonces faites lors du sommet est la création d'une coentreprise entre l'américain Lockheed Martin et l'allemand Rheinmetall.
Une coentreprise qui aurait vocation à créer un pôle de production européen dédié aux missiles tactiques à large portée attaque MS à Unterlüss, dans le nord de l'Allemagne. Les deux entreprises vantent un tel accord en disant que cela permettra d'augmenter significativement la production et de répondre aux exigences croissantes de sécurité et d'autonomie stratégique européenne. Les missiles attaque MS ont une portée de 300 km et sont notamment utilisés par l'Ukraine avec des lanceurs HIMARS pour viser des cibles de grande valeur, notamment les centres de commandement ou la logistique russe. Les Ukrainiens louent l'efficacité des attaques MS, mais se plaignent du manque de renouvellement des munitions. Le contrat américano-allemand permettra à l'Ukraine de voir de nouvelles munitions arriver plus vite. Mercredi 7 juillet, plusieurs autres contrats ont été annoncés, notamment sur l'achat d'un 10e avion ravitailleur et de transport A330 d'Airbus, et plusieurs pays ont annoncé leur participation à l'achat de l'A440, le futur avion de transport polyvalent. 7 pays ont promis d'acheter des dizaines d'A400M pour le transport de matériel et de troupes. L'OTAN a annoncé le remplacement des avions radars AWACS de Boeing par des Global Eye fabriqués par le suédois Saab, avec une commande pour 10 avions. L'Allemagne, accompagnée des pays nordiques, a annoncé l'achat de 5 drones de surveillance Triton de l'américain Northrop Grumman. L'Allemagne, le Danemark et les Pays-Bas annoncent la création de plusieurs centres de maintenance de systèmes Patriot. Le montant de l'ensemble des achats s'élève à 43 milliards d'euros d'après Mark Rutte. Ce que la Commission européenne souhaitait faire avec SAFE, les États membres préfèrent le faire avec l'OTAN, qui dispose d'un processus décisionnel beaucoup moins fastidieux. Se pose aussi la question de la place de la Turquie, l'hôte du sommet. Sous sanction depuis le premier mandat de Donald Trump pour avoir acheté des missiles antiaériens S-400 à la Russie en 2019, Recep Tayyip Erdogan profite de l'occasion pour réaffirmer la place de la Turquie au sein de l'Alliance. La Grèce et Chypre font tout pour que la Turquie ne fasse pas partie du programme SAFE de l'UE et se sont même alliés à Israël dans le cadre de contrats pour leur industrie de défense. Les tensions sont actuellement au sommet alors que les trois pays s'apprêtent à vivre des élections, ce qui renforce les rhétoriques agressives. Mais depuis quelque temps, la Turquie multiplie les contacts et les partenariats avec ses alliés européens et a su se rendre incontournable auprès des Américains dans les négociations de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, à Gaza et en Iran. De quoi pousser Donald Trump à lever les sanctions contre la Turquie qui a accepté de céder ses S-400 à un pays du Golfe. Le président américain a annoncé la levée des sanctions devant les caméras, de quoi donner une victoire diplomatique à Erdogan, mis sous pression à l'intérieur du pays après des vagues d'arrestations dans l'opposition et notamment du candidat à la présidentielle Ekrem İmamoğlu, mais aussi dans un contexte économique dégradé où l'inflation reste très élevée. Il faudra néanmoins l'aval du Congrès pour confirmer la levée des sanctions. La Turquie pourrait alors réintégrer le programme d'achat d'avions de chasse F-35. Donald Trump a d'ailleurs promis 5 avions. Finalement, le président américain s'est plaint de la réaction des Européens de l'OTAN sur le Groenland, qui l'ont privé d'un contrôle total sur l'île de l'Arctique. Il a réitéré son envie de prendre le contrôle de l'île, une déclaration balayée d'un revers de la main par la première ministre du Danemark, Mette Frederiksen, qui rappelle le droit des Groenlandais à l'autodétermination. Autre objet de ses frustrations, le fait que les Européens aient laissé tomber les États-Unis dans sa guerre contre l'Iran, allant même jusqu'à interdire l'utilisation des bases européennes pour bombarder l'Iran. L'Espagne est particulièrement dans le collimateur de Donald Trump, qu'il a qualifié de cas désespéré, alors que l'Espagne a été le pays qui a le plus augmenté ses dépenses avec l'Allemagne, tout en ayant annoncé l'an dernier qu'elle ne souhaitait pas aller plus loin que les 2% du PIB en matière de défense pour préserver le modèle social espagnol. Donald Trump déclare qu'il souhaite cesser toute relation commerciale avec l'Espagne, ce qui est impossible à moins de sanctionner tous les pays de l'UE.
Finalement, le président américain a accepté de signer la déclaration du sommet qui réitère l'engagement des États membres de l'Alliance concernant le respect de la clause d'assistance mutuelle, aussi appelée article 5, qui dispose de la légitime défense collective. Si un État membre est attaqué, c'est toute l'Alliance qui est attaquée. Côté ukrainien, le sommet a été un franc succès puisque Volodymyr Zelensky repart avec 2 paquets de financement pour 2026 et 2027 à hauteur de 70 milliards d'euros chacun sous forme d'équipements militaires, d'aide et de formation. Donald Trump a aussi annoncé octroyer une licence de production de missiles Patriot pour que l'Ukraine puisse les produire elle-même sans toutefois préciser comment cela se passerait. En Europe, seule l'Allemagne dispose d'une licence pour produire des Patriots grâce à une coentreprise, mais la production ne commencera qu'en 2027. Même si l'on pouvait craindre un spectacle de revirement de Donald Trump, il n'a finalement que peu bouleversé le sommet, certainement rassuré par la multiplication des contrats pour l'industrie militaire américaine. La France a fait profil bas, certainement pour apaiser les tensions transatlantiques, alors que la France milite activement pour le Made in Europe, surtout dans le domaine militaire. Hongrie, les médias publics forcés de couper leurs fréquences. C'est une coupure qui aura duré quelques heures, mais le symbole est puissant. Lors de sa campagne des législatives, Peter Maillard avait promis de détruire la machine de propagande du gouvernement Orban dès le premier jour de son mandat. La promesse n'a pas été tenue, mais les relations s'étaient apaisées avec les médias publics, les rédacteurs en chef fidèles au Fidesz, désertant les couloirs de leurs médias et les journalistes n'ayant plus d'instructions pour suivre le cadre fixé par le gouvernement. Mardi 7 juillet, la première chaîne hongroise M1, la chaîne Tout Info du service public, affichait un écran noir avec un message d'excuse. La chaîne s'excuse d'avoir menti pendant des années. Un écran affiché plusieurs heures jusqu'à 19h56 en référence à l'insurrection anti-soviétique de Budapest de 1956. Il y a quelques jours, András Horváth, avocat proche du pouvoir, a été nommé directeur du consortium des médias d'État, MTVA, et dont la mission est de rétablir l'indépendance du service public. Les directeurs de l'information étaient restés en place depuis l'élection. Horváth les a donc limogés. Il suspend l'ensemble des programmes d'information jusqu'à nouvel ordre, le temps de nommer de nouvelles équipes et de nouveaux chefs de l'information que le gouvernement veut baser sur des concours pour éviter toute accusation de placer des personnalités proches du pouvoir. Le gouvernement devrait proposer d'ici quelques semaines une loi sur l'indépendance du service public de l'information. MTVA sera mis sous audit à plusieurs niveaux pour évaluer le fonctionnement des chaînes de télévision et des fréquences radio et les changements qui seront nécessaires pour rétablir l'indépendance et la crédibilité des médias publics. Les autres chaînes du groupe public n'ont pas interrompu leur programme, elles ont continué à diffuser, par exemple, la Coupe du monde de football et les programmes pour enfants. À la place du JT, M1 a diffusé un film longtemps censuré pour sa critique du stalinisme. Sans surprise, l'ancien Premier ministre Viktor Orban fustige l'autoritarisme de Tisza et appelle ses sympathisants à regarder Hír TV, chaîne proche du Fidesz, dont il dit que c'est la chaîne de la vérité. Le conglomérat MediaWorks, qui rassemblait énormément de médias, notamment issus de la presse écrite, est désormais privé de fonds publics et beaucoup de journaux et de magazines de propagande disparaissent ou changent de format pour éviter le dépôt de bilan. Mais l'assèchement des fonds publics pour la presse orbanienne fait des victimes collatérales dans les anciens journaux d'opposition qui subissent eux aussi la baisse des crédits internationaux pour soutenir la liberté de la presse. Jeudi 9 juillet, le Fidesz appelait ses sympathisants à se rassembler devant le palais présidentiel pour contester l'autoritarisme du gouvernement, notamment pour sa réforme du droit de la presse et des médias publics, mais aussi parce que le gouvernement a présenté plusieurs amendements constitutionnels pour destituer le président Tamas Suljók. Une procédure de destitution qui choque jusqu'à l'ONG des droits humains Amnesty International,
tant cette procédure accélérée ne devrait pas être appliquée à une procédure de destitution. Les sympathisants du Fidesz ne laissent pas passer l'occasion d'accuser le gouvernement de bafouer l'état de droit. Italie. Condamnation d'un exploitant agricole pour la mort d'un travailleur indien. Mercredi 8 juillet, le tribunal de Latina, à 20 km de Rome, a condamné Antonello Lovato, le propriétaire d'une exploitation agricole, à 16 ans de prison pour homicide volontaire avec intention éventuelle, c'est-à-dire qu'il n'avait pas l'intention de le tuer, mais savait que ses agissements pouvaient conduire à la mort de la victime. Retour sur les faits. Le 17 juin 2024, Satnam Singh, un travailleur agricole indien de 31 ans, est gravement blessé par la machine d'emballage de la propriété, un de ses bras étant sectionné et ses 2 jambes fracturées. Le propriétaire a placé le bras sectionné dans une caisse à fruits et a ramené le travailleur devant chez lui où sa femme l'attendait. C'est la femme de Satnam Singh qui a dû appeler les secours. Il a succombé à ses blessures 2 jours plus tard. Si le propriétaire n'a pas appelé les secours, c'est parce que Satnam Singh était, comme tant d'autres, un de ces immigrés sans papier que les propriétaires terriens italiens exploitent dans le modèle du caporalato. Singh n'avait ni contrat ni titre de séjour et était payé 5,50 € de l'heure au noir. La Confédération générale des travailleurs italiens s'était portée partie civile pour dénoncer ce système mafieux désormais assuré par des rabatteurs pakistanais. Depuis 2 ans que l'affaire a eu lieu, la Confédération reproche au gouvernement de ne pas agir assez contre l'exploitation des travailleurs sans papier et de ne pas avoir ouvert de table ronde sur le sujet depuis 2 ans. D'après un rapport, sur 1 million de travailleurs, 25% subissent encore cette forme d'esclavage moderne alors que les contrôles sont encore trop peu effectués. Le gouvernement se défend en indiquant qu'il a adopté un décret sur le travail visant le gangmastering numérique et pour multiplier les contrôles en recrutant des inspecteurs et en effectuant des surveillances par drone pour vérifier que le nombre d'ouvriers agricoles sur les parcelles corresponde bien au nombre d'ouvriers déclarés. Passons enfin à la rubrique Nos chers voisins. Guerre en Ukraine. Les frappes ukrainiennes sur les raffineries russes font très mal. Depuis près de 2 mois, l'Ukraine a lancé une opération spéciale pour s'attaquer à la ressource financière principale de la Russie, les revenus du pétrole. Je vous en parlais il y a quelques semaines et vous l'avez certainement vu, la raffinerie de Gazprom Neft à Kapotnia, à 15 km du Kremlin, a été touchée. Les attaques continuent et la Crimée, déjà mise sous pression par les attaques ukrainiennes incessantes, voit sa ville principale, Sébastopol, port de rattachement de la marine russe, privée d'électricité. Le gouvernement a activé le plan de crise pour maintenir l'alimentation des services publics essentiels. Déjà gravement touchée par des pénuries d'essence, la privation d'électricité a pour but de rendre la Crimée invivable pour les Russes. Au total, c'est 43% des capacités de raffinage qui ont été détruites d'après l'état-major ukrainien. Comme je l'ai déjà mentionné dans les précédents épisodes du podcast, les files d'attente et les rationnements se multiplient dans le pays. En Sibérie, des maires ont même fait installer des toilettes de chantier pour permettre aux conducteurs de patienter dans de longues files d'attente pouvant aller jusqu'à 36 heures. Lundi 6 juillet, c'est la raffinerie d'Omsk qui a été touchée, la plus grande raffinerie russe, à 2700 km de l'Ukraine. Les ports russes de Vysotsk et d'Oust-Louga, 2 terminaux sur la mer Baltique qui permettent d'alimenter la flotte fantôme, ont aussi été touchés. Une situation qui fait des victimes collatérales, les républiques d'Asie centrale, très dépendantes de la Russie pour leur consommation de carburant, ou comme le Kazakhstan, dépendant de la gestion et de la transformation des produits des gisements locaux. Même si les prix sont subventionnés, le rationnement les touche de plein fouet, aussi bien sur la quantité de carburant disponible, puisque les livraisons sont retardées, que sur le prix qui atteint presque l'euro pour le litre. Les républiques d'Asie centrale cherchent désormais des alternatives pour assurer la continuité des livraisons de carburant.
Même si la Russie tente de répondre en attaquant des stations-service ukrainiennes, l'Ukraine n'a plus de raffinerie depuis la destruction de la raffinerie de Kremenchuk en 2022, qui assurait 30% de la consommation nationale de carburant. L'Ukraine a appris à multiplier les voies d'approvisionnement, notamment auprès des pays de l'OTAN comme la Lituanie, la Pologne ou la Grèce. Royaume-Uni, Nigel Farage démissionne de son poste de député après des révélations sur des liens sulfureux. Une enquête du journal d'obédience conservatrice, le Sunday Times, a révélé dans une enquête que Nigel Farage a bénéficié de plusieurs dons conséquents de la part de deux personnages sulfureux. D'abord George Cottrell, 32 ans, issu d'une famille fortunée, qui lui aurait fait un don en nature en finançant au leader de Reform UK des gardes du corps, ses transports, un logement dans un manoir proche de Buckingham Palace et une équipe chargée de gérer ses réseaux sociaux. Le problème, c'est que ces dons n'ont pas été déclarés auprès du Parlement. Nigel Farage se justifie en disant que ce sont des cadeaux personnels et non destinés à affecter son jugement. D'après le code de conduite du Parlement, tout don d'une valeur supérieure à 300 livres sterling doit être déclaré, y compris 12 mois avant son élection. Après cette tentative infructueuse, Nigel Farage avait été élu dans la circonscription de Clacton-on-Sea en 2024. Farage n'a déclaré qu'un don d'un peu plus de 9000 livres de Cottrell pour lui permettre de participer à un événement en Belgique. Cottrell avait déjà participé à la levée de fonds pour la campagne du Brexit du UKIP menée à l'époque par Farage. Mais George Cottrell aurait tout intérêt à ce que le leader du parti d'extrême droite arrive au pouvoir, puisqu'il a déjà été arrêté aux États-Unis pour blanchiment et escroquerie en 2017 et sollicite une grâce de Donald Trump qui pourrait être facilitée par Farage, son plus proche allié au Royaume-Uni. Le même Cottrell est impliqué dans un réseau de paris illégaux en crypto-monnaie interdit au Royaume-Uni et pourrait compter sur le parti d'extrême droite pour lui faciliter la vie en changeant la législation. Robert Jenrick, transfuge du parti conservateur devenu porte-parole de Reform UK, a défendu son patron en disant que Farage et Cottrell étaient amis de longue date et que ces révélations sont sorties par un média qui soutient le Labour. Dimanche 5 juillet, c'est le député libéral-démocrate Josh Barbarind qui aurait fait un signalement au commissariat aux normes parlementaires de Westminster. Le commissariat enquête déjà sur un don de 5 millions de livres sterling de Christopher Harborne, autre spécialiste des crypto-monnaies, dont les activités sont considérées comme suspectes par les autorités. Nigel Farage a tenté une défense hasardeuse et qui s'est contredit plusieurs fois sur ce don en disant que c'était d'abord pour payer sa protection personnelle, puis une récompense pour son engagement en faveur du Brexit, avant de dire que c'était un don inconditionnel. Si le commissariat de Westminster estime que Farage est coupable, l'élu risque d'être suspendu de son siège et si sa suspension est supérieure à 2 semaines, son siège sera remis en jeu dans une élection législative partielle. Farage, qui se dit toujours en croisade contre l'establishment, donne maintenant l'image d'un serviteur des milliardaires, alors que son parti recule dans les sondages, même s'il en garde la tête des intentions de vote avec 25%, devant les travaillistes qui remontent à 20% et les conservateurs à 19%. Finalement, Nigel Farage annonce démissionner de son siège dans une allocution enregistrée de 15 minutes, mardi 7 juillet. Il accuse l'establishment de vouloir l'empêcher par tous les moyens de devenir Premier ministre, quitte à utiliser des moyens déloyaux. Comme tout bon populiste qui se respecte, il ne veut pas attendre une décision de justice qu'il considère du côté des puissants et sa démission est un subterfuge pour faire passer la volonté des électeurs au-dessus de toute autre juridiction. Mais Westminster n'est pas dupe et a déjà prévu une règle à cet effet. L'élection suspend seulement la procédure, mais s'il est réélu, le Parlement pourrait très bien le suspendre. La manœuvre ne fera gagner qu'un peu de temps, mais le Parlement pourrait bien décider de remettre le siège en jeu dans une autre législative partielle.
Face à une manœuvre qu'ils jugent abusive, les travaillistes, les libéraux démocrates et les conservateurs ont fait le choix de ne présenter aucun candidat pour ne pas cautionner la farce organisée par Nigel Farage. Ils se retrouvent donc face à deux candidats bien singuliers, le comte Beanface, qui ressemble à un chevalier mais avec une poubelle en guise de casque, et un faux renard qui défend les écosystèmes. Autre candidat en lice, Kai Stephens, pour le parti d'extrême droite identitaire, le Parti démocrate britannique. La date du scrutin n'est pas encore connue. Voilà, c'est ainsi que s'achève la 28e semaine européenne de 2026. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube ou YouTube Music, et n'oubliez pas d'y laisser votre avis, que ce soit en nombre d'étoiles ou en like. Pour ne rien rater des publications du podcast, suivez Europe Hebdo sur Facebook, Instagram et LinkedIn, et n'hésitez pas à liker, commenter et partager les publications pour en augmenter la visibilité. Si vous avez une remarque, une question ou une suggestion à faire pour le podcast, n'hésitez pas à vous inviter dans mes messages privés, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez dévorer le nouvel épisode du podcast dès sa sortie, abonnez-vous pour recevoir la newsletter du podcast, le lien est à retrouver en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, 17h30, sur Europe Hebdo.